Moi, je vais vous présenter en fait les travaux qu'on a fait pour réfléchir autour de la valorisation des invendus de pain. Donc, le titre du programme, c'est Technologies innovantes, mais en fait, c'est plus une démarche innovante, je pense, que des technologies vraiment innovantes, dans le sens où on n'a pas fait de développement technologique, juste on a utilisé des technologies qui existaient déjà en les modifiant un petit peu, mais avec une approche un peu différente. Je vais vous présenter le contexte, les objectifs, les moyens, les résultats et puis comment on va continuer le travail. Donc, le contexte, ça s'inscrit dans la loi contre le gaspillage alimentaire qui définit une hiérarchie de gestion des surplus alimentaires pour éviter le gaspillage. Donc, la première chose à faire, c'est évidemment de prévenir les déchets, c'est-à-dire d'éviter de la surproduction ou des écarts de production, donc de faire de la prévention. Le deuxième niveau, c'est si possible, ce qui n'est pas vendu, que ce soit quand même utilisé en alimentation humaine, hein, donc soit pour le don, soit pour transformation, pour faire d'autres choses. Le troisième niveau, c'est une valorisation en alimentation animale. Ensuite, c'est la production de molécules ou d'énergie ou de compost, hein. Et enfin, dernière et ultime solution à adopter quand on ne peut pas faire autre chose, c'est la destruction. Donc les objectifs du projet Caribou, c'était en fait d'essayer de faire remonter à chaque fois le niveau de valorisation des coproduits ou des invendus de pain. Donc en fait, on s'est appuyé sur deux piliers. L'un qui avait pour objectif de connaître en fait le gisement et de ne pas partir sur des a priori au niveau des matières premières sur lesquelles on allait pouvoir travailler. Et le deuxième, donc de tester des solutions technologiques, donc soit en fermentation solide, ça a été fait par une unité qui est à Marseille, soit en fermentation liquide, et là c'est ce qu'on a fait nous. Donc là, la diapo est un peu compliquée, je ne vais pas trop vous la détailler, mais en fait, on a fait des études, enfin des enquêtes dans deux territoires, donc Rennes et autour de Rennes, et puis un autre territoire en région parisienne. Et on a essayé de voir en fait ce que les boulangeries artisanales, les boulangeries industrielles ou les structures entre les deux faisaient de leurs déchets pour savoir quel gisement on allait pouvoir récupérer pour essayer de transformer. Et donc, par rapport à au départ, on est parti surtout sur les catégories de produits qui pouvaient partir en méthanisation ou en destruction, c'est-à-dire ceux qui étaient tout en bas de la pyramide pour les faire remonter. Et puis, au cours des travaux, on s'est aperçu qu'on avait des choses intéressantes qui pouvaient aussi concerner l'alimentation animale. Donc là, on restera dans l'alimentation animale, mais avec des produits qui sont plus intéressants que les valorisations actuelles en alimentation animale. Donc par rapport à la fermentation solide, donc il y a eu des essais qui ont été faits de culture de champignons en fait sur des invendus de pain. Et donc je vais passer super vite sur les résultats. En gros, on modifie le profil de la composition en acides aminés du pain en faisant pousser les champignons dessus. Et donc on obtient des produits avec plutôt moins de gluten et plus de fibres, donc qui peuvent avoir une meilleure valeur alimentaire que le pain simplement donné comme ça. Et puis sur le plan de la fermentation par voie liquide, donc en fait on a commencé par faire une étude bibliographique et après à peu près tous les articles qu'on a trouvés, ça s'arrêtait à l'échelle laboratoire. Et il y avait très très peu de travaux qui passaient au niveau industriel. Et en fait, c'était lié à un problème de manque de rentabilité qui était lié à la stérilisation du produit au départ, qui était très énergivore, mais qui était nécessaire pour faire des fermentations avec des souches pures. Et après, quand on veut extraire le produit du fermentat, on a à nouveau des étapes qui sont très très coûteuses sur le plan économique. Et donc nous on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait si on ne fait rien en fait, c'est-à-dire si on se passe des étapes de stérilisation, d'ensemencement et de purification, est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose? Donc là on était libre au niveau on n'avait pas d'objectif industriel, c'était un projet entièrement financé par INRAE, donc de prospective, donc on avait le droit d'aller nulle part si on voulait, voilà. Enfin si on voulait. Donc en fait, l'idée c'était simplement de mettre du pain avec de l'eau et de voir quel micro-organisme allait se développer, quel produit on allait obtenir, et puis ce qu'on pouvait faire de ce produit.
Donc en fait, on a travaillé sur 3 types de pain, du pain complet, de la baguette ou du pain de mie, qu'on a laissé stocker pendant 2 semaines dans des endroits plutôt sales, plutôt propres ou plutôt entre les deux. Et puis ensuite qu'on a broyé, qu'on a mis dans l'eau et qu'on a mis à 38 degrés pendant 10 jours. Et puis on a fait des analyses d'acide gras volatile et de sucre pour voir un peu ce qu'il y avait euh, par chromatoliquide ou par chromatogaz, pour voir un peu les produits qu'on pouvait obtenir et ce qu'on pouvait en faire. Donc, en gros, les résultats qu'on a obtenus sur cette première série de manips, c'était qu'on voit que, quel que soit le type de pain et à peu près l'endroit où on l'a mis, donc sur 7 des 9 conditions, on a obtenu donc la couleur grise qui est la couleur majoritaire et qui représente l'acide butyrique. Et donc, ça nous a permis d'avoir les premières conclusions. Donc, si on fait rien, enfin, un minima, on va dire, parce qu'on n'a pas rien fait, mais du coup, on a juste mis du pain dans l'eau. Et donc, au niveau des micro-organismes, ben, par rapport aux produits qu'on a obtenus, c'est probablement des Clostridium, mais il faut donc on continue les travaux pour en être sûr. Donc, des Clostridium butyricum. Le produit qu'on a obtenu, c'est de l'acide butyrique, et après, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on va en faire, hein. Donc, on a refait une étude bibliographique et on s'est rendu compte que l'acide butyrique, il pouvait être utilisé, donc il est utilisé en usage humain, notamment dans le cas de personnes greffées, en fait, pour jouer sur le système immunitaire et faire que les personnes acceptent mieux les greffons. Mais on s'est dit que partir des déchets pour faire du pharmaceutique, on partait d'un peu loin sur le plan réglementaire. Mais il est aussi en fait utilisé en alimentation animale. Donc là, on est en train de creuser cette voie-là. Et en fait, il y a de l'acide butyrique ou du butyrate, hein, c'est la même chose, qui est déjà donné au porcelet, au sevrage, pour diminuer la consommation d'antibiotiques. Et puis, il y a aussi des déchets de pain qui sont valorisés traditionnellement en alimentation porcine. Donc, on s'est demandé si c'était utile de fermenter le pain pour pouvoir faire de l'acide butyrique pour donner au porcelet. Et donc, ça, c'est l'objet d'un projet donc, qui s'appelle Abidig, donc, qui a été déposé en intercarno, donc accepté par le Carnot Agri-Food Transition. Et on attend la réponse du Carnot France Futur Élevage. Donc, pour essayer de répondre à cette question. Donc, en incluant dans le projet, donc c'est un petit projet, on va dire, donc un aspect quand même territoire pour voir si c'est plausible d'aller chercher les déchets de pain et de les mettre en alimentation porcine sans faire des kilomètres et des kilomètres qui pénaliseraient le système. On a des questions autour du procédé, c'est-à-dire comment gérer et piloter cette fermentation, parce qu'on a vu qu'on avait du butyrique dans 7 cas sur 9, mais il y a les deux autres. Donc comment piloter pour la fermentation pour être sûr d'arriver à l'acide butyrique, de faire des études sanitaires autour du produit pour être sûr de ne pas intoxiquer nos petits cochons, et puis de voir comment les utilisateurs, c'est-à-dire les éleveurs de porc, allaient pouvoir intégrer ça dans leur système. Donc pour ça, il y a trois partenaires qui sont dans ce projet. Donc nous, on va travailler sur les aspects fermentaires. Il y a l'UMR Pégase qui va faire des essais in vitro pour voir un petit peu l'efficacité et la toxicologie du pain fermenté, parce qu'on ne va pas extraire le butyrate, on va juste donner le liquide qui contient le butyrate au porcelet. Et donc il y aura une troisième partie, donc mise en œuvre par Inos, qui eux vont faire évidemment si la deuxième est positive, qui eux vont faire des essais sur des lots de porcelet en post-sevrage, enfin au sevrage. Et puis, deuxième projet qui a été mis en œuvre par rapport à ce premier projet exploratoire, donc Caribou, c'est un projet donc, financé par l'ANR, c'est le projet Microcosmos, qui lui va s'intéresser plus à des procédés de valorisation en alimentation humaine, c'est-à-dire de réemploi en fait des invendus dans les boulangeries ou dans des ateliers qui sont vraiment proches pour refabriquer en fait des biscuits ou d'autres produits. Et donc avec des aspects aussi procédés, des aspects sanitaires, parce que comme les produits ont déjà été cuits, il y a la formation d'acrylamide, et il faut être sûr qu'à force de recycler des acrylamides, on n'arrive pas avec des produits à risque à donner aux consommateurs. Aussi la notion de territoire, toujours
pour avoir des choses cohérentes sur le plan environnemental, et puis donc justement d'étudier l'impact en fait environnemental des différentes choses. Et par rapport à ce projet, en fait, il y a Tiffaine Lucas qui est dans la salle, donc si vous avez des questions à lui poser, c'est plutôt à elle qu'il faudra les poser. Et donc, ah oui, j'avais oublié l'aspect consommateur, donc de voir comment les produits sont perçus, les produits fabriqués à partir de ces procédés sont perçus. Et bref, voilà, on a encore du travail à faire. Là, je remercie Tiffaine parce que je lui ai piqué la dire. J'ai essayé de speeder un peu pour... Merci beaucoup. Oui, on est dans le temps. On va commencer. Une question, allez-y. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Edouard Couder, Samir Roulier. Je voudrais revenir sur le projet de valorisation en acide butyrique pour les porcelets. Au niveau industriel, l'acide butyrique, c'est quelque chose qui est assez difficile à utiliser parce que ça pue, en gros. Oui. Est-ce que c'est une problématique que vous avez rencontrée lors des fermentations? Alors que ça pue, c'est sûr. Ça, on a le même problème. Donc, ça veut dire qu'il faut que la fermentation elle soit vraiment maîtrisée au niveau aération pendant le procédé. Alors, ce qu'on ne sait pas encore, on veut partir vers un procédé assez low-tech. Donc, si ce sera géré à la ferme ou pas, ou si ce sera géré dans des ateliers spécialisés, ça va dépendre un peu des évolutions. Et par contre, dans les essais qui sont prévus par INOS, il y a des essais d'acceptabilité du produit par les porcelets. C'est-à-dire que le premier test, ça va être, dès qu'on va avoir produit un petit peu de ce pain fermenté, ça va être de voir si les porcelets le prennent. Bon, après, on leur donne déjà des solutions riches en acide butyrique. Alors, je ne les ai pas encore senties, ces solutions-là, donc je ne sais pas ce qu'elles sentent, mais il va y avoir des essais comparatifs de toute façon entre les solutions de synthèse, d'acide butyrique de synthèse et le produit qu'on va obtenir, des essais d'acceptabilité par les porcelets. Merci. Je crois que je le fais dans l'ordre où je les ai vus. Bonjour, Rémi Schloss, merci beaucoup pour votre présentation. Donc, je travaille pour AFC Nutrition, on est spécialisé dans la nutrition du porcelet. On utilise environ beaucoup de tonnes de déchets de pain dans le process. Et quand je vois fermentation de déchets de pain et fermentation non contrôlée, moi, il y a une petite alarme dans ma tête qui s'allume, c'est les mycotoxines. Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait? Parce que les trichothécènes, les vomitoxines, les aéralénones, un petit fusarium qui est bien content avec du pain ça va faire des mycotoxines. Alors ça n'a pas encore été fait parce que ça c'était vraiment un projet exploratoire, donc voilà. Mais par contre les projets qu'on est en train de monter dessus, oui, on intègre les aspects sanitaires et notamment, ce que va faire Pégase, ils le font en culture in vitro sur des cultures cellulaires et donc ils vont voir s'il y a des aspects de toxicité aussi à ce moment-là. Et il va y avoir des analyses microbiologiques aussi de fait sur les produits pour être sûr qu'on part sur des choses. Oui, pour rebondir, Marie-Zélie Arthur Auchan, comme CCPA, c'était comment vous contrôlez ces fermentations, comment vous les stabilisez, parce qu'effectivement, je pensais à la même chose, on fait une fermentation. Alors je pense qu'il y a une partie qui va se réguler par rapport au pH, hein, parce qu'on descend à des pH qui sont quand même proches de 4, donc déjà on sélectionne un peu le micro-organisme. Oui. De toute façon, ce ne sera pas stérile. Enfin, je veux dire, le but du jeu, c'est pas que ce soit stérile, c'est que l'équilibre des micro-organismes qu'on retrouve dedans, on n'est pas de pathogènes, on n'est pas de risque pathogène, ni de choses comme ça. Mais oui, c'est la grosse problématique autour du procédé. La partie sanitaire, elle est quand même assez importante. Après, les fermentations, c'est quand même des procédés qui sont connus et où on ne parle pas toujours de matières premières stériles. Hein. Donc je pense qu'il y a une partie aussi qui va se gérer au niveau de la collecte des produits qu'on va utiliser pour les fermentations et du degré de contamination au départ des produits qui vont rentrer en fermentation. Dans le monde, laboratoire standard fournisseur de ferments, ça peut être aussi intéressant d'aider la fermentation, potentiellement justement avec des antifongiques, hein, des ferments antifongiques, tout ça un peu comme dans tous les produits crus. Voilà. Ça peut être très intéressant d'ajouter, je pense,
n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Voilà. Nous, on a décidé de partir du plus simple, hein, et puis après de régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils se posent, et pas de partir du principe de tout stériliser, d'employer des souches pures, enfin, parce que là, on retombe dans les problèmes de rentabilité. Donc essayer de faire le procédé le plus simple possible, mais évidemment avec les garde-fous sanitaires qui vont bien pour pas risquer d'accident. Bah oui, c'est essentiel. De toute façon, sinon, ça ne marchera pas. Enfin, je veux dire, c'est...